Salut à toi, c'est Louis. Après la vidéo un peu technique d'hier, je poursuis ma série de vidéos sur comment débuter avec Bitcoin, comment démarrer. Et aujourd'hui, enfin avec Bitcoin et les crypto-monnaies pour le coup. Et donc aujourd'hui, j'aimerais te parler des plateformes d'échange. Donc quelles sont les différentes plateformes d'échange et comment choisir sa plateforme d'échange par rapport voilà, à ce que j'ai pu tester et à mon expérience. Il y a quantité de plateformes d'échange. Donc vous pouvez très bien utiliser une plateforme dont je ne veux pas parler euh, aujourd'hui, mais qui soit une très bonne plateforme. Néanmoins, on va en parler. Selon la somme que vous investissez, vous avez besoin d'être sur des plateformes qui ont un minimum de volume. Mais voilà, ça ne veut pas dire que les plateformes avec peu de volume sont des mauvaises plateformes. Mais elles peuvent poser un risque, qui est le risque du manque de liquidité. Donc, tout d'abord, pour commencer, je pense qu'il est important de distinguer deux cas. Donc, si vous avez des euros, des dollars et que vous voulez acheter des bitcoins, de l'Ethereum, du Dash ou toute autre monnaie, eh bien, vous avez besoin d'avoir une plateforme qui accepte les dépôts en monnaie fiat. Monnaie fiat, c'est monnaie fiduciaire, c'est des euros, c'est des dollars, c'est les monnaies classiques. Donc toutes les plateformes n'acceptent pas que vous déposiez des euros ou des dollars. C'est en fait la minorité des plateformes d'échange de crypto-monnaies qui acceptent des euros ou des dollars. Donc pour ça qu'on est souvent présent sur plusieurs plateformes, selon ce que l'on veut faire. Mais donc si on a des euros et des dollars et on veut acheter les cryptos, on va avoir un choix qui est plus restreint que si on veut trader les crypto-monnaies entre elles. Donc il faut savoir dans quel cas on se situe. Quand on veut acheter les cryptos avec du fiat, on doit aussi savoir quel moyen de paiement on veut utiliser. Est-ce qu'on va utiliser une carte bancaire, donc là ça restera encore le choix, ou est-ce qu'on va faire un virement bancaire. Donc en sachant que les achats par carte bancaire ont des frais bien plus élevés que les achats par virement bancaire. Donc si vous voulez acheter des cryptos avec de la monnaie fiat, donc avec des euros, par carte bancaire, vous n'avez pas énormément de choix. Donc pour faire ça, pour acheter des crypto-monnaies par carte bancaire, personnellement, je vous conseille Coinbase. Il y en a d'autres qui existent. Vous pouvez les regarder sur CoinHouse, par exemple. Coinhouse.io. Coinbase a cet avantage. Donc Coinbase, je le recommanderais pour vraiment acheter ses premiers bitcoins parce que c'est simple. Vous inscrivez. Vous remplacez votre prénom, nom, email, vous choisissez un mot de passe. Vous remplissez ensuite, vous faites la vérification, le processus de vérification. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout le processus. Mais le processus de vérification est plus simple et plus clair par exemple que sur Kraken. Et ensuite, vous avez que 3 monnaies que vous pouvez acheter. Et, donc c'est très simple. Quand vous voulez commencer à acheter vos premiers bitcoins, vos premiers ethers ou éventuellement vos premiers litecoins. Donc on a aussi, donc voilà, c'est en français, etc. Donc c'est pas mal. C'est une plateforme assez pratique et par contre les frais sont un peu élevés. Si vous vous trouvez dans la situation de vouloir acheter par virement bancaire, vous pouvez aussi utiliser Coinbase, mais vous avez plus de choix. Si vous voulez trader les crypto-monnaies entre elles, en revanche, par exemple, vous allez vouloir utiliser Bitrex ou Poloniex. Donc, qui sont deux échanges qui vous permettent d'échanger les crypto-monnaies entre elles. Donc là, vous voyez sur Poloniex, à partir de Bitcoin, on peut avoir accès à un très grand nombre de cryptos. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'Ether ou du Monero ou de l'USDT. Après, c'est moins développé. Traditionnellement, donc Bitcoin sert de monnaie de réserve à l'univers des cryptos, donc ça veut dire que on passe par Bitcoin pour acheter les autres cryptos généralement. Maintenant, c'est pas forcément le cas. Pourquoi? Parce que dans les plateformes comme Kraken, vous pouvez acheter directement avec de la monnaie fiat un certain nombre de monnaies, mais un choix ça restreint, mais vous pouvez quand même rentrer directement dans un certain nombre de monnaies directement avec de la monnaie fiat. Et ensuite, par exemple, sur les trading, les plateformes de trading de crypto entre elles, eh bien, on a cette possibilité maintenant d'utiliser les Ethers plutôt que d'utiliser des Bitcoins, d'utiliser des XMR, donc le Monero plutôt que d'utiliser des Bitcoins, pour acheter d'autres cryptos. On a aussi l'USDT, l'USDT c'est Tether USD, donc c'est une crypto assez particulière, c'est même pas vraiment une crypto, c'est plus en fait des dollars sur la blockchain,
qui fonctionne en fait avec une entreprise qui émet un token et garantit que ce token peut être transformé en $1 si vous vous adressez à cette entreprise, et du coup le prix reste aux alentours d'1$. Alors parfois il descend à 0,9 ou même un peu en dessous, et il est déjà monté à plus d'1$, il est déjà monté à 1,1 je crois, ou peut-être 1,05. Mais voilà, normalement en fait 1 USDT est égal à 1 USD plus ou moins. Donc Bittrex ça se présente comme ça, et donc vous avez pareil, vous avez des accès en Bitcoin, vous avez des accès en Ether, et vous avez quelques échanges en USDT. Ensuite vous avez d'autres échanges, voilà, comme Yobit par exemple, sur lesquels moi je ne m'aventure pas. Donc quels sont les critères à prendre en compte lorsqu'on choisit un échange? D'abord il y a la liquidité. Donc j'ai mis la liquidité en premier. Ça peut devenir important effectivement parce que quand on a des échanges avec une faible liquidité, vous risquez d'acheter à un prix qui est moins avantageux ou plus avantageux, en fait, mais la liquidité pose un risque, donc vous allez acheter à un prix qui est souvent différent des échanges où il y a plus de liquidité. C'est-à-dire qu'il y a un retard entre les échanges avec le moins de liquidité et les échanges avec le plus de liquidité. Parce que, tout simplement, vu qu'il y a moins d'ordres, il y a moins d'échanges, et bien dans le carnet d'ordre, il peut y avoir des ordres qui ne correspondent pas à la réalité du marché au global, en fait, et avoir en fait des marchés qui sont pas vraiment synchronisés. C'est pour ça que si vous vouliez, parfois vous pourriez acheter sur certaines plateformes d'échange et revendre sur d'autres, et réussir à faire des profits comme ça je dirais dans la demi-heure, simplement en bénéficiant des écarts qui existent entre les différentes plateformes d'échange. Ça, c'est quelque chose qui a été un peu résolu, ce problème de genre de liquidité dans les marchés classiques de la finance moderne, dans les marchés d'actions, alors que Bitcoin, on a encore, enfin, les crypto-monnaies ont encore des problèmes de liquidité. Les plateformes d'échange ont des problèmes de liquidité parfois, et donc il faut faire attention à ça. Donc pourquoi? Donc parce que vous risquez de payer plus cher que si vous étiez sur un échange liquide. C'est un premier point, donc vous n'avez pas payé le bon prix à certains moments quand vous faites des ordres au marché. Donc après, évidemment, si vous faites des ordres limites, vous vous protégez dans une certaine mesure de ça. Mais si vous faites des ordres au marché, plus la liquidité est faible, plus c'est risqué. Donc quand vous utilisez des échanges de ce type, sauf si vous voulez bénéficier du manque de liquidité en essayant de faire passer justement des ordres qui ne sont pas au prix du marché, des ordres limites dans ce cas-là que vous voudriez faire passer. Mais sinon, donc, il faut faire attention et que vous regardiez quels sont les prix en utilisant par exemple TradingView, en regardant quels sont les prix sur différents échanges, et après vous pouvez poser vos ordres limites. Donc la liquidité, c'est quand même un point important. Donc aussi, quand on fait, si vous mettez des ordres stop, donc des ordres stop qui sont des ordres qui se déclenchent quand avec un stop ça vous déclenche un ordre au marché, là typiquement vous risquez d'aggraver vos pertes parce que le manque de liquidité peut faire que l'ordre au marché descend très vite, en fait. Beaucoup plus vite que sur un échange où il y a plus de liquidité. Encore une fois, en fait, ça en revient en même chose, c'est-à-dire qu'on risque de payer le mauvais prix, en fait. Et je veux dire, dans les cas les plus extrêmes, en fait, le manque de liquidité fait que vous n'arrivez pas à vendre quand vous voulez vendre et vous n'arrivez pas à acheter quand vous voulez acheter parce qu'il y a un nombre insuffisant d'acheteurs et de vendeurs. Et donc ça c'est l'exemple extrême, mais l'exemple moins extrême c'est que vous allez réussir à acheter, vous allez acheter à un prix qui est beaucoup trop élevé, et vous allez réussir à vendre, vous allez vendre à un prix qui est beaucoup trop bas, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs et de vendeurs en face. Donc voilà, la liquidité c'est un point important. Les tarifs évidemment, il y a certains échanges qui prennent des pourcentages qui sont quand même très élevés, donc il faut faire attention à ça, il faut consulter les tarifs à chaque fois que vous utilisez une plateforme d'échange. Et voilà, essayer de trouver un compromis entre la liquidité et les frais qui sont pratiqués sur la plateforme. Et ce dernier point qui est la fiabilité. Donc la fiabilité, c'est parfois difficile à évaluer. Mais bon, on se rend bien compte quand même qu'il y a des échanges qui nous permettent, des échanges qui sont plus solides que d'autres, qui ont été là depuis plus longtemps sans se faire hacker. Certains se sont fait hacker. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut les éviter à tout prix, mais néanmoins,
Clairement, ça pose la question, on doit se poser la question de savoir si on doit leur faire confiance ou non. Fiabilité, ça prend en compte aussi quelque chose qui malheureusement est un peu trop courant avec les plateformes d'échange, qui est donc la mise hors ligne en fait, la suspension de la plateforme. Donc certaines plateformes d'échange, enfin toutes les plateformes d'échange quasiment, enfin toutes les plateformes d'échange importantes se font attaquer en permanence, se font DDoS, donc ça veut dire que voilà, il y a en gros, voilà, des hackers qui spamment en fait leur serveur avec des requêtes, avec des demandes, et donc ça fait une saturation en fait sur leur site, et ils sont incapables de le maintenir en ligne, certains. Voilà, donc ça pose problème à tout le monde, mais certains échanges arrivent mieux à gérer les attaques que d'autres. Bon, parfois il y a des choses qui font c'est un petit peu gênant, donc prenez en compte aussi ça de l'historique et commencez à vous poser des questions quand vous n'arrivez pas à accéder à un échange à certains moments. Donc l'accessibilité de l'échange c'est hyper important aussi. Si les échanges vous lâchent du jour au lendemain, ça peut être un peu embêtant quand même. Donc pour les échanges, quand vous cherchez à échanger des cryptos entre elles, donc, cette fois-ci c'est le nombre de cryptos disponibles. Donc voilà. Après, rien ne vous empêche évidemment d'être présent sur plusieurs échanges, et même je pense que c'est une bonne manière de faire pour répartir les risques quand on n'est pas forcément sûr de la fiabilité et profiter de plus de choix en fait de crypto. Mais néanmoins, voilà, c'est pratique quand on a un certain choix de crypto sur une plateforme d'échange. Néanmoins, voilà, prenez en compte aussi le fait que plus une crypto est peu connue, plus vous allez rencontrer des problèmes de liquidité. Donc parfois, certaines cryptos sont pas sur certains échanges. Il y a une bonne raison, c'est que ces échanges-là ne veulent pas les mettre parce qu'ils savent que il n'y aura pas une demande qui sera suffisante et ils préfèrent se concentrer sur des cryptos un peu plus sérieuses. Alors que vous avez des échanges, ils vont accepter tout et ils vont tout mettre sur la plateforme. Mais donc voilà, donc ça veut pas forcément dire les échanges qui mettent toutes les cryptos qui existent sont pas forcément des bons échanges parce qu'ils remplissent pas forcément les autres critères de liquidité et de fiabilité, même s'ils remplissent souvent le critère de tarif. Donc voilà, donc faites attention à ça. Donc voilà, ça c'est les critères qui je pense sont importants. Et après on pourrait aussi parler de l'interface utilisateur, voilà, de la facilité d'utilisation, les capacités de la plateforme. Donc je vous ai parlé de Coinbase, Paymium, vous pouvez les regarder, c'est un site français qui vous permet d'acheter mais que uniquement des bitcoins, en carte bleue et en virement bancaire, facile à utiliser également, c'est un peu comme Coinbase mais version française, sauf qu'évidemment il n'y a pas d'Ethereum, il n'y a pas de Litecoin. Au niveau des frais, je crois qu'on est sur Paymium, on est, enfin regardez. Oui, donc par carte sur Coinbase, sur Paymium, ça a l'air très cher parce que c'est 8%. Mais si vous faites vers virement, c'est légèrement moins cher. C'est moins cher que Coinbase. Donc voilà. Donc dernier échange pour tout ce qui est monnaie fiat. J'aurais pu aussi parler de Bitstamp. Bitfinex, donc Bitfinex s'est fait hacker, mais ça veut pas forcément dire que, enfin peut-être on peut espérer qu'ils ont appris de leur erreur. Ça veut pas forcément dire qu'il faut l'éviter à tout prix, mais voilà, faites votre propre analyse. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc il y a Bitstamp, Bitfinex, voilà pour les principaux. Si vous voulez acheter par carte bleue des bitcoins, vous avez CoinHouse aussi en France, géré par la maison du bitcoin. Donc voilà, donc ça c'est pour les échanges monnaie fiat. Pour ce qui est des échanges de crypto, donc pour échanger des cryptos entre elles, Poloniex c'est le principal échange qui vous permet d'échanger des cryptos entre elles. Donc d'ailleurs je viens de vous montrer ça, mais donc sur CoinMarketCap, donc un autre outil qui est un peu indispensable quand vous entrez dans le monde des cryptos, coinmarketcap.com. Et donc ensuite, vous pouvez aller regarder pour la monnaie ou pour la paire qui vous intéresse, quels sont les plus gros échanges. Enfin, quels sont les échanges déjà qui ont cette paire, et ensuite quels sont les volumes en fait. Donc voilà, donc sur ce site-là, vous pouvez aller regarder les échanges.
par exemple j'ai Poloniex et je peux aller regarder. Ok. Je peux voir le volume. Et je peux voir tout leur marché. Et pour chaque paire, le volume qu'on a eu. Euh, donc voilà, c'est intéressant. Euh, et vous pouvez voir comme ça que bah, sur certaines monnaies, on a des volumes qui sont très faibles. Vous voyez par exemple 3997 dollars. Donc au bout d'un moment, Poloniex va les retirer de la liste. Mais donc c'est pas toujours le cas sur tous les échanges. Parfois les échanges gardent, gardent certaines paires alors même que la liquidité est très faible. Donc voilà, donc vous pouvez voir sur chaque paire quelle est la liquidité. Ça, il me semble que c'est un échange coréen. Échange coréen également. Donc là, on retrouve Kraken, notre cher Kraken, donc notre deuxième plateforme en fait. Si on retire les plateformes coréennes, parce que donc là, vous pouvez pas utiliser d'euros. Et donc là, vous avez que des cryptos. Et donc en fait, c'est la première en termes de pour ce qui est des euros en fait. Pour pouvoir acheter avec des euros ou des USD. Pour tout ce qui est monnaie fiat, c'est la première. Ok, ensuite on a juste Bitfinex juste derrière. Donc Bitfinex, je vous ai dit, ça s'est fait hacker. GDAX, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais GDAX, ça peut être, c'est en fait la plateforme de trading qui appartient à Coinbase. Donc voilà, OKCoin, c'est chinois. Donc Bitrex, on retrouve Bitrex. XBTCE, vous pouvez les regarder. J'ai pas utilisé, mais BTCE, effectivement, Bitstamp, je vous en ai parlé. Bitstamp, c'est une plateforme européenne. Et donc voilà, donc sur CoinMarketCap, vous allez dans Market et vous pouvez voir sur chaque paire qu'est-ce qu'il en est, quel est le volume, etc. Donc ça, c'est un outil important. Enfin, il y a un dernier type d'échange qui sont les échanges décentralisés, donc je ne vais pas vraiment en parler dans cette vidéo. C'est encore un peu tôt, c'est encore peu développé et donc peu fréquenté, donc assez peu liquide. Et donc j'ai pas encore pu vraiment tester. Mais sur le long terme, c'est quelque chose de très intéressant, ces échanges décentralisés. Et après, donc c'est pas des échanges, c'est pas un échange, mais vous avez aussi un site connu qui s'appelle Local Bitcoins, là qui vous permet d'échanger des bitcoins avec des autres personnes. En fait, c'est l'équivalent du bon coin des bitcoins. En fait, donc vous pouvez trouver des gens qui sont prêts à vous échanger des bitcoins contre des euros dans la vie réelle, sans passer par un échange du coup centralisé. Donc moi, par rapport à mon expérience, moi j'utilise Poloniex, j'utilise Bitrex, j'utilise pas Yobit, j'utilise Kraken évidemment, j'ai fait un tutoriel sur Kraken, j'utilise plus Premium et j'utilise plus Coinbase. Mais je trouve que c'est des échanges qui sont bien aussi pour commencer. Donc voilà. Voilà pour ce retour d'expérience. Donc pour évaluer la liquidité, qui est un critère important, on utilise CoinMarketCap. Pour tout ce qui est frais, il faut aller regarder individuellement sur chaque page les frais. Il est possible aussi que vous l'ayez sur un site qui s'appelle CryptoCompare, mais je suis pas sûr. Le plus simple, je pense, reste d'aller regarder les frais à chaque fois qu'un échange vous intéresse. Voilà. J'espère que donc cette vidéo t'a intéressé et t'a guidé un petit peu, t'a donné des éléments pour bien choisir ton échange, ta plateforme d'échange. Et à très bientôt. Et donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner si les cryptos t'intéressent parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Et à très bientôt.